Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Et toujours, cette émission des vraies voix, version vacances d'hiver, où nous passons de si beaux moments et où nos vraies voix, chaque soir, nous offrent une brochette que j'essaye de vous proposer, on va dire, la plus performante possible. Et je dois dire que ce soir, je suis particulièrement satisfait de mon choix. Bruno Pomar, maire de Bellefou, ex-policier du RAID, un peu heureux, quoi, en fait. Exactement. C'est la meilleure, là, je crois, de brochette. Hein, ouais, c'est ça, Bruno. Et fondateur aussi de Prox Raid Aventure. Elle n'a jamais sa langue dans sa poche. Tous les Parisiens le savent. Corinne Tapiro, bonsoir. Bonsoir. Conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et des élèves. C'est bon, ça? Et de l'école. Et de l'école. Mais à chaque fois, on va le faire à chaque fois. Mais c'est pas moi. Mais c'est. En fait, je suis comme beaucoup d'animateurs radio. Nous faisons que lire. Il y a un jour, je vais préparer mon émission, quoi. Parce que ça, c'est lire un animateur radio. Oui, alors ça, j'y arrive. Ça, c'est une nouvelle. Ça, j'y arrive. Et vous avez entendu, alors il est monsieur Bonheur, il est monsieur Tendresse, il est monsieur Joie. Oui. Il est René Chiche. Voilà, c'est moi, c'est René Chiche. Voilà. Les années bonheur. Voilà. Les années bonheur avec Patrick Sébastien. C'est vrai, c'est génial. Vous êtes directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Oui, il paraît. Et ça se passe très bien. Bah, ça se passe bien. Ouais, donc... Ça a redémarré aujourd'hui, après quelques jours de congé. Oui. Et ça a redémarré au quart de tour. Bon. Ça marche la presse ? Oh, vous savez, ça vient la presse. Hein. Ouais, la presse, oui, parce qu'on dit que c'est un peu à terme voué à la mort, non? Non, je ne rentrerai pas dans ce pessimisme. Non. Je savais que j'arriverais à vous provoquer. Dans un groupe de presse, si ça marche pas, en l'occurrence chez nous, si ça marche pas, les journaux s'arrêtent. Hein. Ouais. Voilà. Mais on a quand même eu. Enfin bon, je vais pas faire. Vous n'avez pas de subvention de l'État. Très bien. Pas de subvention de l'État. Et non, plus que non. On est l'un des rares groupes. Ça faut le signaler. Alors vous l'avez compris, chers auditeurs de Sud Radio, je n'aurai pas la main sur cette émission parce qu'en plus Bruno Pomar est à côté de René Chiche. N'hésitez pas à faire comme les plus de 800 000 abonnés, sur YouTube de la chaîne Sud Radio. Vous pouvez nous voir. D'ailleurs, aujourd'hui, vous ne me voyez pas parce que je suis en noir et rouge, donc je suis fondu dans le décor, comme les couleurs de Sud Radio. Oui, allons, puisque c'est le principe. Les auditeurs ont la parole tout au long de cette émission. Allons tout de suite au 0826 300 300. Les réactions, on commence toujours par ça, les réactions aux émissions précédentes. Oui, j'écoute l'émission avec Frédéric Brindel et sur le débat sur les maires qui sont agressés. Eh bien, je trouve ça grave. Les Français réalisent-ils qu'il faut s'engager et que ce sont notre démocratie qui peut basculer. Petit à petit, on ne choisit plus les professions qui demandent de l'engagement et du dévouement, comme la médecine, l'éducation, la sécurité, la justice. Mais la sécurité engendre tout ce malaise qui remonte à des années et qui a été accentué avec l'arrivée de Hollande et avec Macron. Eh bien, merci pour vos débats et vos chroniqueurs. Eh bien, merci Claire. Claire, en plus, c'est une très bonne idée de relancer ce débat que nous avons eu hier. C'était à 17h30 avec nos trois vraies voix. Parce qu'en plus, ce soir, dans nos trois vraies voix, nous avons un maire. Le fameux maire de Bellefou, Bruno Pomar. On a parlé... Alors, bon, il y a eu... J'étais moi-même d'ailleurs un petit peu déçu parce qu'il y a eu unanimité sur le fait de dire que cette fonction de maire n'était plus enviable. Quand même, vous êtes maire, vous avez envie, toujours, non ? Oui, alors il y a eu... C'est-à-dire que vous, on vient pas vous gifler. Ouais, c'est le problème, vous êtes quand même un ancien du RAID. Bon, vous me direz l'exemple pour être... C'est pas le bon exemple. Non. Et en même temps, je suis maire d'un petit village, un tout petit village de 125 habitants, donc je n'ai pas les problématiques que rencontrent les maires des villes moyennes, même des villages ou des petites communes de 2-3 000 habitants. Mais il est vrai quand même que la fonction est importante, qu'il faut la mener à son terme, que lorsqu'on est engagé là-dedans, et c'est important de faire de la politique, ou tout au moins gérer nos communes, parce qu'il y a nécessité d'avoir des élus engagés. Donc il ne faut pas perdre pied, encore une fois, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de maires qui démissionnent, malheureusement. Et en termes de responsabilité aussi, elles sont assez accablantes. Hein. Au-delà des risques, je dirais, physiques et des insultes, effectivement, il y a des responsabilités que j'ai également en tant que maire d'une petite commune, parce que quand on voit le nombre de papiers que j'arrive à signer en tant que maire de ma petite commune, j'ai l'impression d'être patron d'une multinationale avec 50 000
salariés. Non, mais c'est pas des blagues, hein, ou maire d'une grande ville. Donc c'est vrai que ça fait peur. Encore une fois, on parle de décentraliser, on parle de beaucoup de choses. On s'aperçoit que la technocratie a pris le dessus sur tout, et en particulier pour nos mairies et la gestion de nos mairies. Oui. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'en face de vous, il y a Corinne Tapiero. Vous êtes dans la ville de Paris, qui est plutôt une grande ville, hein, on est d'accord. Et alors là, on va dire que souvent, entre Madame la maire et puis, on va dire, les adjoints, tout ça, enfin bon, c'est un peu tendu. Alors, il est clair que les relations à l'intérieur du Conseil de Paris sont assez tendues. Il est clair qu'aussi, au sein d'un conseil d'arrondissement comme le nôtre, dans le 12e, les relations sont très tendues, parce qu'il y a une grande culture de l'irrespect des oppositions par la gauche, qui est devenue... Non, mais c'est bizarre, parce que j'ai eu quelqu'un de la gauche qui m'a dit il y a une culture de l'irrespect chez la droite. On va dire comme quoi. Voilà. Moi, j'ai plein d'états d'exemples que je pourrais citer. Mais ce que je trouve de plus en plus inquiétant, c'est la relation qu'ont les administrés à leurs élus. C'est-à-dire qu'ils les prennent d'abord pour la vieille clochette, ce qui n'est pas possible. Et quand on fait pas ce qu'ils veulent, ils deviennent insultants, parce qu'en fait il y a un tel désespoir dans certains secteurs et parmi certaines populations, qui ne peuvent pas comprendre comment un élu ne peut pas faire quelque chose. C'est notamment les places en crèche, les logements dits sociaux qui n'ont plus rien de sociaux parce que les loyers explosent, le tout électrique rend les loyers impraticables et invivables au quotidien. Paris, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Et moi, je suis toujours du côté des maires qui se font agresser, qu'ils soient de gauche ou de droite. Bien sûr. Parce que je trouve que c'est inadmissible. Bon, voilà. Les vraies voix, ça c'était donc l'appel de Claire au 0826 300 300. J'aimerais vous donner le sommaire, les deux grands débats. Allez, notre réalisateur Benoît Goutorbe vous envoie la petite musique. Le débat s'est invité tout naturellement. Pas de conseil des ministres hier, une crise politique suite au vote de la loi immigration. Logique d'évoquer un possible nouveau Premier ministre. Mais avec quel profil? Et si d'ailleurs les Français avaient leur mot à dire sur le profil? C'est ce que nous vous proposons à vous, les auditeurs de Sud Radio, avec le grand débat de 17h30, remaniement, crise politique, tout cela en hashtag. Le nouveau Premier ministre doit-il être issu de 1. La majorité, 2. LR, 3. La gauche, 4. RN. Vous allez sur le compte X, vous donnez votre avis, on va suivre ça, ça va être passionnant. Et puis, l'actualité en ce début d'année 2024 nous ramène inlassablement à cette même question, avec ces différentes situations géopolitiques. Une nouvelle guerre mondiale ne nous menace-t-elle pas? Le coup de projecteur à 18h40, hashtag Gaza, hashtag Donbass, hashtag mer de Chine. Quel conflit est-il le plus susceptible de déclencher une guerre mondiale? 1 en Ukraine, 2 à Taïwan, 3 au Proche-Orient. Là aussi, vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez. Un petit peu, bien sûr, à l'image de ce que fait notre auditeur star du jour au 0826 300 300 qui est avec nous. Stéphane est là. Oui, bonjour à tous. Superbe, bonsoir. Bonjour. Bonsoir Stéphane de Pézenas. Il n'est pas trop tard, nous sommes le 4 janvier. Bonne année à vous. Bonne année, meilleurs vœux. Oui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Stéphane? Je pense qu'on peut souhaiter déjà une très très bonne santé. Oui. Et puis voilà, je pense que c'est la base. Et puis beaucoup de bonheur et d'amour. Ouais. Bon, alors je vous ai lancé là-dessus parce que vous, et c'est le principe à chaque fois, à chaque début d'émission, j'ai discuté avec Aude, qui est au standard, qui est un peu au standard de Sud Radio, ce que Mère Teresa est à l'humanité. Mais elle ne ressemble pas. Hein. Non, mais quand même. Et vous nous avez, cher Stéphane, annoncé un coup de cœur ce soir. Nous vous écoutons. Pour René Chiche. Non, c'est encore plus fort, René. Allez-y, Stéphane. Alors mon coup de cœur, c'est pour toutes les mamans de France, et ça concerne une substance, un anticorps qui s'appelle le NP137, et qui est en fait une molécule qui est capable de contrecarrer un des mécanismes de résistance des cancers aux différents traitements chimiques. Et c'est quelque chose de très important qui a été annoncé à la fin de l'année par une équipe dirigée par Patrick Mélène, qui dirige le centre de cancérologie de Lyon, qui est passé un peu inaperçu chez les grands médias. Et ça va permettre cette molécule donc de bloquer une protéine qui empêchait les cellules cancéreuses de se détruire sous l'action évidemment des traitements, et ça va donc empêcher aussi l'extension de la maladie. Et là, il y a des essais cliniques qui sont actuellement en cours, qui portent sur 240 femmes qui sont atteintes d'un cancer de l'utérus avancé. Et il va y avoir aussi 200 malades du pancréas et du foie qui vont être testés. Et donc, il est très probable qu'on débouche sur quelque chose qui soit vraiment très avant-gardiste au niveau de
voilà, de ces maladies terribles. Et moi, comme ça me touche beaucoup, le sort des femmes me touche beaucoup, et en particulier des mamans, parce que là, on touche quand même à la vie, on touche à c'est la base. Donc voilà, donc je trouve que c'est une bonne nouvelle que cette annonce ait été faite dans le journal du CNRS. Et paraît-il, Stéphane, les sarcomes aussi et les maladies du sang pourraient être concernées par cette avance. Vous travaillez dans le monde médical ? Alors pas du tout, je travaille au CNRS et donc comme je suis lecteur assidu du journal du CNRS, j'ai pris connaissance de cette bonne nouvelle, de cette excellente nouvelle, et bon, je trouvais que c'était intéressant de ce début d'année de donner d'espoir à tous les gens qui sont malades. Qu'est-ce que ça fait du bien, mais on pourrait faire d'ailleurs un rendez-vous chaque jour avec vous, Stéphane, le coup de cœur de Stéphane, parce que c'est vrai qu'on en oublie les bonnes nouvelles. Oui. Bon, vous restez avec nous une bonne partie de l'émission. Vous savez que vous jouerez tout à l'heure. Il y a le fameux quiz musical. Je vous donne quelques pistes. Bon, René Chiche, il est quand même un petit peu de la partie, mais bon, Bruno Pomar, il n'arrête pas de chanter dans toutes les soirées du raid. Et puis Corinne Tapiero fait chanter sa copine Anne Hidalgo très régulièrement. Bon, on se donne rendez-vous dans quelques instants. Merci Stéphane pour ce fabuleux coup de cœur. Merci vraiment très sincèrement. Dans un instant, nous nous retrouvons avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Et en plus, nous avons commencé cette émission avec de bonnes nouvelles qui nous viennent du 0826 300 300. Vous avez compris, vous les auditeurs de Sud Radio, vous êtes les bienvenus. On échange ensemble, nous palabrons, nous discutons, nous essayons d'avancer sur notre monde avec ce soir nos trois vraies voix, Bruno Pomar, Corinne Tapiero, René Chiche. C'est l'heure du tour de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Il est là chaque soir pour le tour de l'actu pendant ces vraies voix spéciales vacances. Louis de Kergorlet, qui a pris le temps de regarder le programme et qui a vu qu'il y avait Bruno Pomar, ancien du RAID, parmi les vraies voix. Du coup, il s'est rasé. Et Bruno Pomar l'a vu. Et Bruno Pomar l'a vu. Allez, tout de suite, nous partons faire notre tour de l'actualité avec vous, Louis. Au programme, comme chaque jour, 3 mots. Et aujourd'hui, vous avez choisi de parler de Uber, Miracle et Tetris. Voilà, alors on commence avec Uber, mais ce n'est pas vraiment pour parler de VTC, c'est plutôt Gérald Darmanin qui est actuellement du côté de Marseille et a annoncé vouloir lutter contre un nouveau fléau, les Uber Sheet. Puis on va parler d'un petit miracle, alors même si Noël est passé depuis quelques jours, on n'en est pas loin. 10 ans après, un petit village des Hautes-Pyrénées retrouve enfin un médecin. Témoignage à retrouver dans ce tour d'actualité. Et puis pour tous les fans de jeux vidéo et notamment Tetris, ça y est, 40 ans après, un joueur a enfin réussi à finir le célèbre jeu de briques. Wow. Les vraies voix Sud Radio. Gérald Darmanin donc contre les Uber Sheet. Alors pour ceux qui parlent un peu anglais, c'est pas le shit merde, quoique ça y ressemble un petit peu, vous allez nous dire, c'est le nouvel épisode de la guerre du ministre de l'Intérieur contre le trafic de drogue. Voilà, tout à fait. Alors actuellement on visite du côté de Marseille, le ministre de l'Intérieur a poursuivi sa lutte active contre le trafic de drogue et particulièrement un nouveau fléau, les Uber Sheet. Écoutez son explication. Ces autres offres, c'est soit de livraison dite à domicile, ce qu'on appelle vulgairement le Uber Sheet, des scooters, des voitures, des livreurs qui apportent chez les gens leur dose de drogue, très appuyé sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des appartements, un trafic dit d'appartements, où on a finalement des clients qui vont dans des appartements pour récupérer ces drogues parce qu'ils ne vont plus sur la voie publique. Et nous avons déjà renforcé, nous allons plus renforcer la police d'Internet pour surveiller davantage des réseaux sociaux. Nous allons, comme on l'a fait dans plusieurs expérimentations, notamment en banlieue parisienne qui a très bien marché, faire des contrôles désormais systématiques de ceux qui livrent, notamment parce que nous en avons des renseignements de cette drogue. Voilà, donc le ministre veut rentrer en lutte contre les nouveaux usages de distribution de drogue, des nouvelles méthodes qui passent parfois par de vraies commandes de VTC ou d'Uber Eats. Une suite logique au pilonnage des points de deal lancé il y a plusieurs mois par les forces de l'ordre. Selon les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur, ces fermetures sont passées de 160 en 2021 à 90 en 2023. Et je précise que ce soir, René Chiche a demandé une carte fromage, c'est ça, René. On l'attend. Faut que je réagisse là. Non. Quand je dis des bêtises, c'est pas obligé. Allez, cette belle histoire maintenant que vous avez trouvée pour votre tour d'actualité. 10 ans après, les habitants d'un village aux Pyrénées 1 retrouvent enfin un médecin. C'est vrai qu'on parle beaucoup ces dernières années des déserts médicaux. Et voilà, donc c'est d'autant plus important de souligner quand les choses s'arrangent. Et c'est notamment le cas du village d'Aucun, donc un petit village du Val d'Auzun. Donc 10 ans après, le village retrouve enfin un médecin. Écoutez le
le témoignage donc de ce nouveau médecin en place depuis 2 jours au micro de notre reporter Christine Bouillot. Je pense que l'attente était tellement importante depuis des années qu'il y a vraiment une joie et un désir de pouvoir se faire soigner sur place. Je m'en doutais, mais c'est flagrant. Ils sont heureux et ils l'expriment. Donc ça, c'est pour un médecin, oui, pour un médecin, c'est toujours agréable. Il y a des endroits en France où ça devient compliqué. Et ça, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. On se fait fracasser sa voiture. Ici, ouf. Voilà, un soulagement pour les habitants, mais aussi ce médecin, comme vous l'avez entendu. Mais il y a encore malheureusement beaucoup à faire. Cette année, encore 20 millions de personnes habitent dans une zone définie comme désert médical. Et il n'y a pas que ça, Corinne Tapiro, parce que même dans les grandes villes, il y a des moments où on se dit, je peux pas avoir de rendez-vous. C'est ça, on peut pas avoir de rendez-vous. D'abord parce qu'il y a des spécialités... des spécialistes qui sont débordés, ils sont prisés. Moi je me sers de Doctolib comme tout le monde, mais je trouve que ça a tué le médecin traitant. Et il y a aussi Google qui participe à cette espèce d'état d'esprit un peu compétiteur, puisque les gens peuvent donner leur avis sur les médecins. Ah oui, donc ce qui fait que quand on va voir l'avis d'un médecin qu'on connaît pas, ça peut être un peu repoussoir. Et je trouve que c'est très inquiétant pour la médecine. Et puis il suffit de demander un rendez-vous à l'hôpital avec un professeur, c'est très très long. C'est parfois 6 mois pour avoir un rendez-vous. Sauf si on a des relations. Sauf si on fait une crise cardiaque dans la rue. Des relations, dit Bruno Pomar. Oui, c'est vrai. Hélas, oui. Mais Corinne, moi je vais aller un peu plus loin de ce que vous dites. Moi j'habite Vincennes, donc j'ai un truc, c'est hyper privilégié. J'ai des médecins partout. On sait plus quoi en faire. Des ophtalmos partout. Mais on n'a pas de et dans rendez-vous. mon petit bled, dans ma campagne là-bas, on n'arrive pas à en recruter. Donc le désert médical dont parlait notre chroniqueur, c'est une vérité, c'est une vraie galère. Et les mecs ne viennent pas, ils viennent s'ils sont casqués. C'est un peu comme les joueurs de foot, ça. C'est exactement le truc. Il faut changer la donne parce que ça peut pas continuer qu'on comme peut ça. pas obliger des médecins d'aller vivre dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, où ils n'ont pas envie d'implanter leur famille ou de transplanter leur famille d'un endroit à l'autre. Donc c'est vrai que c'est aussi très très compliqué. René Chiche, c'est quand même l'un des principaux problèmes aujourd'hui de la France, qu'on a l'impression c'est une galère. Si on a peur d'avoir à se soigner. Absolument, c'est une vraie galère. Mais même par exemple dans les centres médicaux qui sont soi-disant destinés à une classe un peu plus populaire, etc. C'est même dans ces centres médicaux, c'est même compliqué d'avoir des rendez-vous. C'est comme si on voulait avoir accès à un médecin un peu plus privé ou plus prisé. Mais en plus, l'autre jour, j'entendais que sur une petite île bretonne, il n'y avait plus du tout de médecins. Donc là, il y avait un vrai problème, parce qu'il y avait en plus des vieilles dames qui avaient des maladies, etc. Donc ça devenait un vrai problème. Alors maintenant, comment attirer ces médecins dans ces endroits un peu défavorisés ? Ça, je ne détiens pas la solution. En faisant Comment ? En faisant des chèques. Ouais, mais c'est pas suffisant. Je pense que c'est pas suffisant. Je pense comme Corinne, je pense pas que ce soit suffisant. Il y a des médecins, si je peux me permettre, Bruno, qui n'ont pas envie d'aller dans certains territoires, dans certains endroits, parce que pour eux, médecins, c'est quand même, ça a été 8-9 ans d'études, ils veulent des quartiers peut-être un peu plus privilégiés, sans tomber dans des quartiers non plus ultra prisés. Ils peuvent être confrontés aux difficultés de la vie des gens qui vont soigner, c'est-à-dire de ne pas avoir de lycée à proximité, c'est un ramassage scolaire, de ne pas avoir de maternité. Et puis, n'oublions comment il faisait avant, Corinne, excusez-moi. Mais... Allez, mais parce que c'est Bruno, Corinne et René, n'oublions pas aussi qu'il y a un manque à cause de ce fameux numéro clausus, il y a un manque aussi de personnel, donc ça aussi, ça devrait pouvoir, on l'espère, s'améliorer, mais ça va prendre du temps. Mais ça va prendre du temps. 9 ans. Effectivement. Excellent choix, cher Louis de Kergorlet. Donc, de ce deuxième mot de l'actu, je savais qu'il ferait réagir. Et alors encore une belle histoire. On termine. Ça va raviver. Du coup, je bute. Ravira. Voilà, tous les amateurs de jeux vidéo au futur. Ravira au futur. Rien à voir avec l'ancien footballeur italien. Voilà. Alors, oui, mais sinon, enfin voilà. On s'est compris. On s'est compris. C'était un peu pour faire rire. Alors donc, 40 ans après sa sortie, un amateur du jeu vidéo Tetris a enfin terminé le célèbre puzzle électronique où quand l'homme bat la machine. Voilà, alors peut-être que cette musique rappellera des souvenirs à tous les heureux possesseurs de Game Boy. Alors comme beaucoup, moi je pensais que le jeu était infini, alors j'empilais mes briques jusqu'à remplir l'écran, mais pas pour ce joueur de 13 ans, Willis Gibson, en atteignant le score record de 9999. Il devient le premier humain à finir le jeu, et lorsqu'il a atteint le score final, le jeu s'est arrêté, et voici sa réaction.
Il faut dire qu'il y a quand même passé 37 minutes et c'est grâce à une technique de manette révolutionnaire que le jeune homme a réussi à passer au niveau 37 du jeu. Alors que pendant des années, les champions du monde, car oui, il y a des championnats du monde de Tetris, étaient bloqués au niveau 29. Et les champions du monde qui n'ont pas manqué de saluer l'exploit du jeune Willis, alias Blue Scooty. Il a eu un écran noir ? Non, en fait, le jeu s'est complètement arrêté. Complètement. Il y a marqué 18, il y a 18 niveaux, je crois. Oui, ce qu'il était, voilà. J'ai vu ça d'ailleurs, je l'ai vu, la vidéo. On comprend mieux d'ailleurs, parce qu'avec juste le son, on se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, voilà, exactement. Il a gagné quelque chose. Voilà, il est arrivé à la fin du jeu. Non, mais il a gagné rien. Il recommence. Mais je pense quand même que le producteur du jeu va faire un petit geste. Enfin, demandons. Il va aller déjà dans les médias, il va aller raconter son histoire. Ce record-là appelle quelque part l'addiction des gamins à ces jeux. Parce qu'il va à l'école, ce garçon, ou pas? Ça devient barge. J'imagine. Pas quand il joue à Tetris. Oui, c'est ça. Ou alors, c'est un petit génie, c'est le Mozart du jeu vidéo. Allez savoir aussi. Il faut laisser sa chance au produit. Il a mis 37 minutes pour atteindre le... Oui, mais il y a des heures d'entraînement. Il a entraîné des jours et des jours. Voilà. Merci beaucoup, Louis de Kergorlet. Vous reviendrez tout à l'heure pour le Top Click et ça déchaînera une nouvelle fois les passions. J'en suis sûr. Les vraies voix vous donnent rendez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio, et non pas les sudistes auditeurs de radio. Et c'est que le début d'année. 17h30, le nouveau Premier ministre doit-il être issu de la majorité, LR, la gauche, RN? Pour l'instant, ça commence à voter. C'est énorme, ça y va. Je vous lis la tendance. Je vous lis la tendance. Pour l'instant, ça serait ils veulent un Premier ministre RN. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est l'heure, 17h, allez, 31. Si vous nous rejoignez, vous savez qu'à ce moment-là, le grand débat commence. Alors l'émission, elle a commencé à 17h déjà, et puis sur de bons rythmes. La question que nous vous posons est passionnante. Vous réagissez nombreux sur le compte X de Sud Radio. Je rappelle X, Twitter. Il faudra vraiment toujours le dire encore longtemps parce qu'on ne s'y fait pas. 0826 300 300, c'est Aude qui vous accueille au téléphone. Vous pouvez intervenir. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La rumeur bourdonne. Elisabeth Borne serait remplacée prochainement au poste de Premier ministre. Pas de conseil des ministres hier, détention chez les ministres à cause de la loi immigration. N'en jetez plus depuis le 2 janvier. Une fois la question des vœux pour 2024 réglée, de nombreuses prédictions sont faites. Très rarement sur le thème quel Premier ministre voudrait vraiment les Français? Alors nous posons vraiment la question, puisque rarement on dit qu'est-ce que veulent les Français? On dit souvent qu'est-ce que veut le président? Eh bien, nous lançons la question sur Sud Radio en votre direction, chers auditeurs. Hashtag remaniement, hashtag crise politique. Le nouveau Premier ministre doit-il être issu de la majorité, LR, la gauche ou le RN? Vous y allez sur le compte X, vous donnez votre avis. Pour l'instant, vous êtes nombreux. Je vais vous donner tout de suite la tendance. RN à 59%, gauche à 10%, LR 19% et, ce qui semble quand même le plus probable, la majorité, 12% seulement. Voilà la tendance au près. Alors vous êtes pour l'instant assez nombreux, près de 250 et ça va continuer là. Allez-y, faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Nous ferons le point aussi au 0826 300 300. Appelez, c'est Aude au téléphone. Vous savez, vous êtes câliné, bercé et placé sur un piédestal pour nous rejoindre. Commençons par cette question. Vous, que diriez-vous, les vraies voix déjà? Commençons par René Chiche. Alors j'ai pris ces 4 possibilités. On est bien d'accord que ça ne sera pas un parti anticapitaliste ou quoi que ce soit. Donc bien sûr. Allons-y, René. Alors moi j'ai une autre analyse, si je peux me permettre, par rapport à cette question excellente. Je vous remercie. C'est une rumeur. Personne n'est dans la tête de Macron. Souvenez-vous qu'après la réforme sur les retraites, on avait prédit le départ d'Elisabeth Borne. Et c'était vraiment sûr, elle partait, etc. Ça n'a pas été le cas. Elle n'est pas partie. Est-ce que vous êtes en train de botter en touche en me disant que vous pensez qu'elle ne partirait pas et que vous ne vous mouillez pas sur ma question? Je vais enchaîner. À mon avis, il y a une probabilité que Macron, certes, remanie son gouvernement, mais conserve Elisabeth Borne. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est finalement une bonne petite soldate de Macron. Elle ne lui fait pas trop d'ombre. En plus, n'oublions pas quelque chose quand même, c'est que le 9 juin, il y a les européennes. Imaginez que Macron nomme
un ou une nouvelle première ministre maintenant, la semaine prochaine, et que la liste présidentielle, enfin la majorité présidentielle, se prenne une bonne toile le 9 juin prochain, il devra en plus maintenant, à mon avis, renommer quelqu'un d'autre de nouveau. Il ne pourra pas conserver le ou la chef du gouvernement. Donc moi, toutes ces rumeurs, d'ailleurs, ça empiète un peu sur mon tour d'actualité que je ferai tout à l'heure. Ouais. Tous ces emballements... dites tout de suite, allez-y. Voilà. Tous ces emballements, moi, pour l'instant, je n'y crois pas trop. Bon, bien sûr, je peux me tromper comme tout le monde. Hein. Ouais. Quelqu'un va dire oui, il va nommer un tel. Ouais. Mais moi, mon analyse, elle est un peu différente. Donc à la question que je posais, votre réponse, c'est la majorité, puisque vous garderiez la première ministre actuelle, qui est donc de la majorité. Je pose la même question à Corinne Tapierot. Alors, j'ai lu avec intérêt cette question, cher Frédéric. Oui. Si je peux me permettre, j'espère que Éric Ciotti, par exemple, m'écoute. Ah oui. Disons tout de suite aux auditeurs de Sud Radio que vous avez une proximité avec les LR. Ah non, j'ai pas une proximité, je suis encartée. Eh bien, c'est très bien. Voilà, il faut être très clair. Très bien. Et également au président du groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils seraient bien inspirés tous de se garder d'aller dans ce gouvernement. Parce qu'ils viennent à peine de reprendre un petit peu de couleur avec cette histoire de loi sur l'immigration, même si on sait que le Conseil constitutionnel risque d'y mettre un grand coup de canif. Je trouverais extrêmement maladroit d'afficher après un soutien total à Emmanuel Macron. Ouais, c'est le fameux syndrome de la cohabitation, c'est-à-dire Mitterrand prenait un Premier ministre de droite pour l'envoyer à l'échafaud. Alors, c'est pas ça, parce que quand Mitterrand a pris un Premier ministre de droite, c'est que l'Assemblée nationale était à droite, majoritairement à droite. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est toujours une majorité. Voilà, c'est une majorité d'appoint. Donc là, ce n'est absolument pas. Enfin, stratégiquement, je pense que ce serait une erreur. En revanche, je suis pas tout à fait d'accord avec René Chiche, mais je m'en rapproche. Vous avez le droit. Je pense que l'entourage de Macron s'amuse systématiquement à occuper un petit peu la scène médiatique autour de ces sujets de personnes. Parce que la réalité, elle est extrêmement sévère de mon point de vue. Elisabeth Borne fait le job, elle fait le job, on va dire. On va pas. Je pense que c'est pas une mauvaise première ministre, c'est pas une première ministre qui laissera des souvenirs impérissables à part le 49.3. Mais néanmoins. Puis le fait que ce n'était que la deuxième femme de l'histoire à être première ministre après Edith Cresson. Et qui est restée plus longtemps qu'Edith Cresson. Néanmoins, je ne vois pas qui il a encore comme fusible à mettre comme Premier ministre. Donc et ça, c'est une vraie difficulté. Vous dites la majorité, mais... Parce que quand on parle de Bruno Le Maire, pour lui de le mettre en tant que Premier ministre, c'est une vraie difficulté de lui faire quitter les finances. Parce que c'est quand même un très gros... Pour l'économie et les finances, c'est quand même un très gros poste. Donc, alors, Bruno Pomar, avant d'aller au 0826 300 300, parce que Stéphane de Pézenas, qui est notre auditeur fil rouge, va réagir. Vous aussi, les auditeurs, dites-nous ce qui est le mieux, ce que vous choisiriez à la place d'Emmanuel Macron comme profil de Premier ministre. Vous, Bruno Pomar, donc soit la majorité, soit LR, soit gauche, soit RN. Alors tout est possible, moi je pense avec Macron, hein. On l'a déjà vu. Hein. Donc, alors vous dites tous Macron, moi je dis le président tout Macron. Est possible, moi je suis on disait Chirac, un bon. Oui, c'est vrai. Non, mais Manu, moi. Tout est possible avec Macron. Si, à mon sens, moi je trouve que Elisabeth Borne est rincée. Après la loi immigration et tout ce qui s'est passé auparavant, elle est quand même rincée. Il a intérêt de remettre du renouveau pour donner peut-être un semblant de départ, de relancer un petit peu la politique du gouvernement. Je verrais bien le Cornu ou Béchu, parce que le Cornu est quand même très très proche de Macron depuis 2007. Il est avec lui en permanence. Oui, mais c'est Sébastien Lecornu, l'actuel ministre des Armées. Béchu, le maire aussi. Alors ça serait une prise en même temps un peu à droite, parce qu'il était... non, il était à l'air, excusez-moi. Ah oui, mais il était à l'air il y a 10 ans. Maintenant, ça y est, c'est terminé. On va dire Bruno Pomar, c'est vrai que Bruno Le Maire désormais fait partie de la majorité. Il est actuel ministre d'économie et des finances. Continuez, Bruno Pomar. S'il vous plaît. Bruno Pomar. Et moi je pense que essayer de capter, ça c'est Macron est capable de faire, quelqu'un de LR, ça serait une prise de guerre intéressante à mettre en tant que Premier ministre. Enfin, c'est mon point de vue. Très bien. La difficulté, le RN, non, même si le sondage le met en avant. C'est que Macron est arrivé au pouvoir sans parti. Il a un agglomérat d'individus qui le suivent, mais il n'y a pas de doctrine. Oui. Il n'y a pas de ligne politique.
Si, c'est une ligne centriste, c'est quand même affirmé. Une ligne dure en même temps. Non, il n'a pas de ligne politique, il a la ligne dure en même temps. Donc pour trouver son chemin dans le en même temps... En soi, c'est une ligne centriste en même temps, finalement. Non, ça peut ça prend un peu à droite, ça prend un peu à gauche, le centre. Une ligne centriste, elle prend un peu à droite, un peu à gauche, mais une ligne centriste, elle prend pas un peu à droite, un peu à gauche sur le même sujet, parce qu'après, c'est incohérent. En fait, elle est censée prendre ce qu'il y a de mieux des deux. Bon, laissons la place. Juste un mot, Bruno, répondre. Parce que c'est vous, Bruno, parce qu'on file au 0826 300 300. Oui, c'est ça. Moi, j'ai peur de Bruno Pomar. Stop. Renaissance, on n'entend pas parler ces journées. Non, c'est ça. Mais on n'entend pas parler depuis jamais. On n'a jamais entendu parler. Il n'y a pas de doctrine. C'est passionnel. Nous le savions, nous l'imaginions. Nous, Stéphane, peut-être de Pézenas. On commence par Stéphane de Pézenas. Heureux de vous retrouver, Stéphane. Bon, tout à l'heure, on était dans le coup de cœur. Là, vous êtes toujours dans le coup de cœur. Ça serait quoi votre option? Alors, non, mais c'est pas à proprement parler un coup de cœur, mais moi je pense que, je suis pas à la place de Macron, mais je pense qu'il faut qu'il ait une vision démocratique des choses, et que je pense qu'il faut nommer Bardella Premier ministre, parce que en fait c'est le chef du parti qui est présent au second tour avec 13 millions d'électeurs quand même, c'est pas rien. Ça permettra de voir si ce parti ou pas est doté d'une matrice politique suffisante et d'une maturité politique pour gouverner le pays. Donc là, il sera au pied du mur, ce parti. Et cela obligera aussi à mettre en place peut-être un gouvernement d'union nationale, parce que le contrat serait de demander au Premier ministre de composer un gouvernement faisant appel à toutes les forces vives du pays, parce que je pense que vu les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rassembler les gens. Donc on doit tenir compte du résultat des élections, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit... Moi, je fais pas d'idéologie là. Je suis, non, mais on a bien compris. Alors, rebondissons justement avant de retourner au 0826 300 300. Vous êtes nombreux. On arrive au standard. Je vois que Aude est prête. Elle me fait signe. Mais sur ce que dit, et il le précise bien, Stéphane, sans parti pris, mais il y a une espèce de logique. Alors, je pose la question à René Chiche. Tout à l'heure, vous avez dit que en fonction des européennes, ça pourrait remodifier. Justement, il est tête de liste du RN aux européennes. D'accord, mais là on parle d'un remaniement dans les prochains jours. Donc voilà, c'est ça. Donc il dira non. Donc il dira non, Bardella. Mais de toute façon, excusez-moi, si je peux me permettre, c'est de la politique fiction. Que Macron nomme Bardella. Oui, mais c'est ça qui nous excite, on est heureux. Allons-y. Moi, j'y crois pas du tout. Quand bien même, il dirait non. Voilà, d'abord, il dirait non, exactement. Moi, je persiste à dire que Macron, c'est pas qu'il va créer la surprise. À mon avis. Il a annoncé une surprise quand même. Oui, la surprise, ça va être la surprise, c'est que finalement, alors que tout le monde croit qu'il va nommer quelqu'un de nouveau, il est capable. Alors, il rappelle Castex alors, si c'est quelqu'un d'ancien. C'est une autre rumeur, ça. C'est une autre rumeur, c'est qu'il rappelle Castex. Ça, soit, effectivement, il conserve Borne jusqu'aux européennes, ce qui est un peu mon analyse, ce qui est possible. Et après, ça se tient. Ou alors, il fera comme, et j'en ai pour 1 minute maximum, il fera, voilà. Ou alors, il va nommer quelqu'un qui va lui être loyal jusqu'à la fin de son mandat. Le Cornu. Alors voilà. Alors il y a quelques noms comme Le Cornu, Béchu aussi. Comme Béchu, pourquoi pas. Quelqu'un, voire même, mais j'y crois pas trop, de Normandie. Christophe Béchu, l'actuel ministre de la transition écologique, on le rappelle. Il fera, très apprécié de Normandie. Julien Normandie, il fera comme les anciens présidents. Regardez, je prends quelques exemples, après j'arrête. François Hollande, son dernier Premier ministre, c'était quelqu'un de très très proche, Bernard Cazeneuve. Mitterrand, son dernier Premier ministre, avant la cohabitation, c'était qui? Pierre Bérégovoy, un très très proche. Arrêtez de taper sur la table. C'est le côté un peu méditerranéen. Oui, je vois ça, Jacques Chirac, son dernier Premier ministre, c'était qui? C'était Dominique de Villepin, aussi un très très proche. Donc moi, je pense que Macron ne va pas vouloir s'embêter jusqu'à la fin de son mandat. Alors maintenant, on apprécie ou pas cette attitude, bien sûr. Mais je pense pas qu'il va prendre un risque. Alors Bardella, même le maire... Je vais poser la question aux autres vraies voix, mais nous filons retrouver Simon de Perpignan au 0826 300 300. Vous réagissez. Bonsoir Simon. Bonsoir Sud Radio. Salut. Bonsoir. Alors vous le profil, c'est qui pour vous le profil? Le profil, ça sera Elisabeth Borne, pour 2 raisons, parce qu'elle est assez servile pour lui, et c'est le profil qu'il recherche systématiquement. C'est une très bonne fonctionnaire, mais elle ne gouverne pas du tout. Voilà. Et ensuite, elle est surtout anti-RN de manière irruptive. Viscérale,
Voilà, et ça lui convient parfaitement, donc ça sera pas Bardella, bien entendu. Et deuxièmement, il adore prendre le contre-pied de l'opinion publique, parce que l'opinion publique, il s'en moque littéralement au contraire. Il préfère justement, c'est là où il dit toujours c'est une surprise, effectivement, je prends toujours le contre-pied de l'opinion publique. Hein. Voilà, et de toute façon, je n'en tiens jamais compte. Vous dites donc, Simon, depuis Perpignan, et on vous salue, vous dites donc quelqu'un de la majorité. Pour l'instant, sur le compte X de Sud Radio, ça évolue. Alors toujours, vous dites un Premier ministre RN à 62%. Ça a baissé pour la gauche. Vous dites un Premier ministre de gauche à 10%. Ça monte pour LR à 18%. C'est comme si tout le monde avait voulu dire le contraire de Corinne. C'était 19 tout à l'heure. On l'a mis, ça sera Tapiro. Oui, mais avant j'avais vu, mais c'était pas encore. Ça va être Corinne Tapiro, la première ministre LR. Et puis la majorité à 11%. Voilà donc pour les. Alors je reviens quand même sur ce que nous a dit Stéphane de Pézenas au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler. L'idée de nommer par exemple Jordan Bardella, là ça repose une question de positionnement de parti républicain, c'est-à-dire Emmanuel Macron serait le premier à avoir un Premier ministre du Rassemblement national. Ça, est-ce qu'on peut l'imaginer une seule seconde, Corinne Tapiro? Alors d'abord, je voudrais répondre à ce qu'a dit Stéphane, parce qu'il parlait d'un... Vous voulez pas répondre à ma question en fait. Quand même. Il a parlé d'un gouvernement d'entente nationale assez large, mais la réalité c'est que si on faisait ça, le Premier ministre ne pourrait pas être issu du RN, puisqu'il faudrait qu'il soit issu de la formation la plus importante à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, ce serait donc forcément un Renaissance. Ensuite de quoi, je ne suis pas certaine qu'on arrive à mettre des ministres LFI dans ce gouvernement d'entente nationale, passe de Concorde, je ne sais pas comment on l'appellerait. Franchement, je ne vois pas comment. C'est-à-dire que les LFI ne sont plus unis. Donc, voilà, non, mais c'est LFI, NUPES. Mais vous avez des PS comme Carole Delga, Bernard Cazeneuve, qui l'a déjà été aussi. Mais qui n'est plus à l'Assemblée nationale. Et Cazeneuve qui n'est plus au PS d'ailleurs. Et il n'est plus au PS. Et Carole Delga, elle est au PS ancienne formule. Donc il n'existe pas. La présidente du Conseil régional de l'Occitanie. Mais ça me paraît extrêmement compliqué. Je pense que Jordan Bardella, même il a dit parfois à certains micros qu'il était prêt à prendre des responsabilités. Honnêtement, je pense que pour les partis d'opposition qui sont susceptibles d'être au deuxième tour de la présidentielle, ils ont zéro intérêt à être Premier ministre de Macron. C'est juste, c'est pas possible. Ou alors un autre du Rassemblement national. Vous avez peu parlé, Bruno Pomar, et ça prouve quoi? Ça prouve que vous êtes sage, parce que vous avez su attendre votre tour. Pas comme René et Corinne, je prends ma parole sans cesse. Voilà. Mais dites-nous par rapport à ce que Stéphane dit sur Jordan Bardella, par exemple. Moi, en tant que maire du rural non étiqueté, à l'inverse de Corinne. Alors non, Jordan Bardella, je vois pas si ou bien ça serait un coup de Macron. Tout est possible avec Macron, mais trop jeune, manque d'expérience, c'est un brillant. Sébastien Chenu, par exemple, ou je ne sais qui. Le Cornu, mais moi je vois... Chenu du Rassemblement national. Chenu, oui, qui a plus d'expérience, effectivement, qui est élu depuis longtemps. Oui, il a une expérience politique quand même. Lorsqu'il est passé au perchoir, sur le perchoir ou au perchoir, comme vous voulez, de l'Assemblée nationale, il a été un peu... Moi, ce que je verrais, c'est Julien de Normandie. Bruno. Julien de Normandie, qui a été un ministre de l'Agriculture. Pour venir à Matignon, ça fait loin de Normandie. Là aussi, c'est drôle, continuez. Refaisons un peu d'histoire. Vous vous foutez de moi en plus. Refaisons un peu d'histoire. C'est que Julien de Normandie, il faut savoir qu'il a quitté le gouvernement parce qu'il souhaitait être Premier ministre. Oui, il souhaitait retourner à la vie publique, à la vie, si on lui avait proposé le poste de Premier ministre, je ne suis pas à sa place, il l'aurait prise. Et compte tenu qu'il a laissé un bel impact au niveau en tant que ministre de l'Agriculture, il a été très apprécié des agriculteurs. Pourquoi pas un garçon comme Julien de Normandie, qui est brillant et qui est très proche de Macron. Ah ben, on peut pas faire mieux. Donc après, il y a le Cornu. Le Cornu aussi, je suis d'accord. Donc voilà, moi, et Elisabeth Borne. Bardella, on peut pas y penser, même si c'est un mec brillant. Il est, attention, son âge, mais trop jeune, pas d'expérience politique, mais il est brillant. Enfin, n'empêche qu'il est brillant. Terminons parce que nous sommes tenus par le temps. Arrêtez. Corinne, vous divaguez. Il reste 50 secondes, les vraies voix. Les auditeurs de Sud Radio vous écoutent. Oui. Dites-nous clairement si vous pensez qu'il va y avoir un changement de Premier ministre dans les jours qui arrivent. Corinne Tapiro. Non. René Chiche. Non. Oui. Bruno Pomar dit oui. Moi, je suis courageux. Non, je rigole. Je refais maintenant les 30 dernières secondes. Si jamais il y a un changement de Premier ministre, pour vous, c'est qui, Corinne Tapiro? Elisabeth Borne. Vous, René Chiche. S'il y a un changement. Mais oui, en plus, vous m'aviez piégé, j'ai même pas réagi. Allez-y. Changement, je vois pas. Je
sais pas. Vous passez votre tour, René Chiche. Moi, je pense les deux noms que j'ai dit comme Bruno, Le Cornu ou de Normandie. Alors, lequel? Le Cornu. Le Cornu. De Normandie. De Normandie. C'est votre dernier mot, Corinne? Beaune, alors. Beaune. Beaune. Clément Beaune. Voilà. Vous êtes fantastique, pile sur le gong. On suivra parce que tout cela est enregistré. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si jamais vous avez le bon nom, on revient plus à Sud Radio. Non, on vous fait rentrer au gouvernement. Bien sûr. Nous revenons dans un instant et là, on va encore les solliciter, les vraies voix. Stéphane reste avec nous, notre auditeur fil rouge, puisque voici le moment du grand quiz musical. Et oui, et là encore. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Ça restera le quiz de ces vacances, un petit blind test pour trouver qui chante cette chanson. Nous sommes prêts. Stéphane est là depuis Pézenas. Stéphane. Je suis là. Bon, vous savez que les vraies voix ce soir sont René Chiche, Corinne Tapiero, Bruno Pomar. Nous sommes prêts. Envoyez le jingle. Les vraies voix Sud Radio. Alors, cher Stéphane, avec qui voulez-vous faire duo? Est-ce que c'est avec René Chiche? Est-ce que c'est avec Bruno Pomar ou Corinne Tapiero? Alors, on va faire un duo languedocien, donc j'ai choisi Bruno Pomar. Bravo, cher ami, tu as raison, c'est la meilleure, on va gagner. Voilà. On va gagner. Compte pas sur moi. Non, mais là, c'est l'Occitanie. Mais il y a un vrai sens, quoi. Pézenas, c'est dans l'Hérault, c'est ça? C'est beau, Pézenas, j'adore. Et Bruno, votre... Moi, dans l'Aude, je suis. Vous êtes dans l'Aude, oui, c'est voisin. Tout à fait. On est voisins. On est frères de sang. Carcassonne-Montpellier, La ville de Molière, magnifique. Très bien. Donc, notons que vous avez une équipe qu'on appellera Occitane. Voilà, je mets O. Et une équipe plutôt parisienne. Ouais, totalement. On refait Paris contre province, le fabuleux film avec Pierre Richard. C'était drôle, ça, non? Allez, on fait ça. Alors attention, je vous fais écouter un extrait. Vous me donnez le nom de l'interprète. Le thème ce soir, c'est la France, notre France. Oh là là. Allez, on y va. Paul Naref. Très très bonne réponse. Ça va, Bruno? René Chiche. Ça va, Bruno? Moi, il a les réponses. C'est pas possible. La dernière fois, il m'a fait le même coup. Non. Il lui a donné des questions. C'est vrai qu'il est fort, mais attention, lettre à France. Magnifique. Magnifique chanson. Parole de Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi. Allez de toi, c'est ça. Être là-bas. Voilà, c'est magnifique. Attention, rien n'est gagné quand même. Deuxième interprète. Dépêche. C'est pas vrai. Stéphane, vous n'avez pas réagi, Stéphane. Non, mais j'ai pas le temps là. Comment ça, vous avez autre chose à faire? Fallait me choisir, Stéphane. Bon, je vais vous dire, c'était très serré parce que Bruno, avec qui vous êtes, a dégainé aussi. Mais René Chiche. Non, il n'a pas dégainé du tout, Bruno. Non. René Chiche. Bien, ça fait 2-0. Attention, troisième interprète. Douce France, Traîner. vers le pays de mon enfant. Il est énervant, René Chiche. Et la régie, c'est la nouvelle année. Pays de mon enfant. Chantez. Ah bah j'ai pas le son là, pardon. Je crois que j'ai dégainé le premier. C'est vrai, Stéphane? Non, mais c'est vrai qu'on l'entend pas, Stéphane. Si, moi je l'ai entendu. J'ai entendu que. René, sois bon joueur, s'il te plaît. Ouais, très. J'ai pas entendu, Stéphane. On la refait alors. Tout de suite. La première note. C'est vrai, vous êtes sûr, Stéphane, que vous vous appelez bien Stéphane? Alors, que dit la régie? Bah oui, l'arbitre. L'arbitre. Bon, allez, non, on a entendu René. Ah voilà. Bon, mais ce n'est pas perdu, Stéphane, même si ça fait 3-0 et que le vainqueur est celui qui arrive à 4. Attention, qui chante ça? Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fille. Celui qui chante avec Evita. Attendez, Stéphane, vous dites quoi? Mr. Grimm? Non. Gims. Maître Gims. Non. C'est l'autre. Black M. Non. Black Bidule là. Alors? Putain, je connais la chanson. C'est pas Black quelque chose? Bah oui, mais je vous attends sur le nom. Black. Oh là là, c'est l'égalité. Oui, je vois que Stéphane, vous l'avez? Non, moi j'ai aucune idée là. Si vous dit Black, vous dites quoi? Panthers. Non. White? Non. Black and White. C'est Black M. Personne. Le point de personne. J'ai dit. Non, vous avez dit Black Bidule. J'ai dit Black M. Non, mais il a pas entendu. Il le maîtrise pas. Il le maîtrise pas. S'il vous plaît, rendez-moi l'antenne. Je prends, on reste à 3-0. Attention, écoutez bien. Il habite Saint-Maurice. En plus. Écoutez bien.
qui chante ça. C'est une langue belle. Yves Duteil. Yves Duteil, René Chiche. Je m'en vais. Et tout simplement monstrueux. Je quitte le plateau. Stéphane, c'est vrai que le René, il est très fort. Ah, il joue fort. Moi, je vous propose, Stéphane, c'est de sauver l'honneur pour tout l'Occitanie. S'il peut. Toute l'Occitanie, c'est une de ses féminines. Je quitte ce Les plateau. 2 derniers extraits, vous les écoutez, vous nous donnez les 2 interprètes pour l'honneur. Stéphane de Pézenas, qui chante ça? La France. Enrico Macias. Mais non, je dis Stéphane. J'allais le dire en plus. Bon, il allait le dire. On dit plus rien là. Alors. Le problème, c'est que René Chiche, quand il arrive à l'émission, il est déjà très remonté. Ah oui, je suis là pour gagner là. Et je ne sais pas ce qu'il a pris. Rien. Il a même pas eu le temps de prendre un café. Mais vraiment rien, un café. Et laissez donc Stéphane trouver le dernier interprète. Allons enfants. Ah, Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Merci, Stéphane. Eh oui, bien sûr, parce que ça c'était le aux armes, etc. Magnifique. de Gainsbourg. Bon, bravo à René Chiche et quand même à Corinne Tapiro. Bien sûr. Ah oui, parce que j'ai soutenu le moral. On chante m'a Benoît soutenu par le aux regard. armes, etc. Allez-y. Aux armes, etc. Voilà. Vous savez qu'il avait acheté la partition Oui, originale. mais vous n'allez pas nous raconter d'histoire. Maintenant, vous avez gagné en plus. Alain Decaux. Allez, dans un instant, les infos. Et à tout à l'heure, Stéphane. Merci. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. On a parlé de brochette, la brochette des vraies voix. Elle est ce soir délicieuse. Bruno Pomar, maire de Bellefou, ex-policier du RAID et fondateur de Prox RAID Aventure. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Bravo. Voilà. Il y a du boulot. Hein. Voilà. Et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, La Fond Presse. Ouais, la référence, quoi. Ouais. Et champion du quiz musical. Et champion du quiz Ouais, musical. ça va. Ça va. Allez, c'est l'heure du On était 2, hein. Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Calmons-nous. Nous retrouvons Louis de Kergorlet, qui avec ses sujets a le chic aussi, hein, pour vous faire réagir, vous les auditeurs également de Sud Radio au 0826 300 300. Après le TikToker qui se vantait de vivre des allocations de la CAF, voici le TikToker qui montre comment frauder dans le train. Et ça fait votre Top Click du jour, Louis. Exactement, un TikToker qui répond au pseudo de Jimmy André sur son compte où il se présente comme un Ça n'a rien à voir avec Rémi. Non, j'espère pas. D'accord. Comme un investisseur en crypto-monnaie, un champion d'art martial, le jeune homme nous livre sur fond de Beethoven comment frauder le TGV. Bonjour, je n'ai pas de titre de voyage, je vais juste à Luçon. Luçon ? Ouais. Est-ce que vous pouvez payer à bord ? Ça dépend, vous faites à combien ? Déjà. Je viens de monter. La Roche-sur-Yon ? C'est ça. Vous allez à Luçon. Je suis à 50 € à bord. C'est le tarif. Non, ça va pas être possible. Est-ce que vous avez une carte d'identité ? Non. Donc vous l'avez entendu, il refuse de payer, de donner une pièce d'identité, ce à quoi le contrôleur lui expliquera qu'il aura logiquement affaire aux forces de l'ordre une fois arrivé en gare de Luçon, sauf qu'une fois qu'il est arrivé là-bas, eh bien aucun comité d'accueil. Donc là, je suis arrivé à la gare, mais ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas les forces de l'ordre. Ces genres de contrôleurs, comme tous les contrôleurs, voilà, ils font juste leur travail. Ils sont limités dans leur juridiction, dans leurs procédures, et c'est tout, quoi. La difficulté est de ne pas prendre personnellement ce qu'ils vous disent et de ne pas mettre d'émotion ni de peur parce que vous ne risquez rien, la preuve. Voilà, moralité, ne payez pas le train et il ne vous arrivera rien. Donc postée il y a 20 heures, la vidéo commence à être prise en masse sur les réseaux sociaux. Beaucoup effectuent un signalement auprès du service voyageur de la SNCF. D'autres s'indignent que leurs impôts servent à faire voyager gratuitement un fraudeur comme ce TikToker. Et certains en profitent pour relancer le débat de la gratuité des transports pour ce tweetos. Ils payent beaucoup d'impôts, du coup c'est normal de bénéficier des transports publics gratuits. Et alors ce qui choque aussi, c'est que le fraudeur signe son méfait avec un verset de la Bible, Évangile de Luc, chapitre 11, verset 52, qui clame « Nous périrons pour notre manque de connaissances ». Alors moi, un peu étonné, je suis allé vérifier. Ce que dit la Bible, c'est « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science et avez empêché ceux qui entraient ». Donc pas exactement le même message. Alors vous êtes allé là-dessus. C'est subliminal. Bravo, cher Louis. Bravo pour la recherche. Ça va pas nous aider en revanche sur la question de l'autorité dans notre pays. Ça prouve en tout cas la limite du média réseau social. C'est-à-dire qu'une fois c'est passé
Les autres fois, ça passera pas. Mais comme c'est passé une fois et que ça passe là, c'est ça qui est terrible, Bruno Pomar. Oui, alors pour parler de ce TikToker, de toute manière, le mec, il va être, si on veut le retrouver, on va le retrouver. Et les services de police sont capables de faire. C'est dommage. Rien qu'à la manière avec laquelle vous le dites, déjà, moi, je me cache. À mon avis, il est déjà trouvé. Mais c'est sûr. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on fait perdre du temps d'abord à la police, parce qu'on a vraiment autre chose à faire, et que c'est pas encore une fois intelligent, mais encore une fois, ces mecs-là recherchent le buzz à tout prix. Donc voilà. Donc taper sur le fait qu'il n'y ait pas les policiers disponibles, c'est évident, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire à l'arrivée des gares, à interpeller les mecs qui ont pas payé les billets. Et puis il faut que la SNCF trouve des moyens de faire casquer les mecs tout de suite, quoi. C'est tout. Mais je trouve que c'est pas très intelligent encore ce genre de choses. Oui, mais c'est les limites évidemment du réseau social. Quand même, moi je pense que les influenceurs seraient bien mieux inspirés de continuer à expliquer comment on change un bouton de chemise quand on n'a pas de fil, plutôt que d'inciter les jeunes qui ont déjà pas mal d'idées parfois pour ne pas respecter les règles à en faire davantage. Moi je suis très étonnée de ce succès de ces influenceurs, même s'ils ont pour certains vous savez ce qu'on va faire, on va en parler avec vous d'ailleurs, parce que vous allez prendre un exemple dans quelques instants. On va faire le tour de table. Je remercie Louis de Kergorlet une nouvelle fois pour cette petite pépite qu'il nous trouve. En tout cas, rappelons-le, évitez de faire ça parce qu'au bout d'un moment, ça passera pas toujours. Ça passera pas toujours. Voilà. Allez, le tour de table. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est récente cette table hors des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Bon, c'est intéressant, hein, nos trois vraies voix, je vous le rappelle, ce soir Bruno Pomar, Corinne Tapiro et René Chiche. Et je regarde chacun votre tour de table et pour faire ce qu'on a l'habitude de faire, nous les animateurs d'émission, c'est-à-dire un lien, hein, voilà. Alors là, je peux enchaîner avec deux personnes. Je vais enchaîner avec Bruno Pomar. Vous parlez du citoyen acteur de sa propre sécurité. Bon, alors là justement, allez-y. Ouais, alors j'ai fait une tribune il y a quelque temps avec mon ami Jean-Michel Fauvergue, qui est à l'origine d'ailleurs de la loi sur la sécurité globale, avec Alice Touroux, l'avocate. Et on dit dans cette tribune, ce qui ressort un petit peu de cette loi sur la sécurité globale, c'est que on est tous acteurs de notre sécurité. La sécurité, c'est pas l'affaire que de la police, que de la gendarmerie. Et on voit depuis quelque temps, même sur les médias, dans les télés, dans les radios, etc., toute la journée, des élus, des maires nous disent j'ai besoin de plus de policiers, j'ai besoin de plus de gendarmes pour assurer la sécurité dans mon village, dans ma ville et autres. Et à aucun moment on parle du citoyen que nous sommes, des citoyens que nous sommes. Et je crois que, encore une fois, il faut que la société se réveille. On l'a dit pour plusieurs domaines, que ce soit pour l'insécurité de façon générale, pour le terrorisme également, où on nous a dit, Valls, qu'il fallait s'habituer à vivre avec le terrorisme. Tout ça veut dire quoi? Tout simplement que chacun, nous sommes acteurs de notre propre sécurité, d'être vigilants. Alors, je ne vais pas faire peur à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, mais je crois qu'il est important que chacun puisse apporter je dirais un brin d'actes pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Alors vous dites faire preuve de citoyenneté par exemple? Oui, la citoyenneté c'est ça, c'est être acteur encore une fois de notre propre sécurité, d'être vigilant pour les autres, pour soi-même évidemment en priorité, et ne pas compter que sur l'État, que sur la collectivité, que sur la police et la gendarmerie. Évidemment, alors Bruno, moi le premier, allez, mais je suis sûr que beaucoup d'auditeurs disent ça. C'est facile de dire ça quand on est Bruno Pomar. Vous êtes un ancien du RAID, vous savez vous battre, etc. C'est pas la question de se battre, Frédéric. C'est pas ce que je dis. C'est tout simplement d'être vigilant à ce qui peut se passer dans la rue, mais pour sa propre sécurité. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vais vous dire, par exemple, moi j'habite dans un petit immeuble. L'autre fois, je vois monter des cambrioleurs donc il y a deux manières de faire les choses. Je crie. Oui, je l'ai fait, mais ils sont jamais arrivés. Donc en revanche, j'ai crié. J'ai un voisin qui est policier, donc ça tombe bien. Voilà. Mais il y a aussi la possibilité de repousser le monsieur. Non. Et si on le repousse, là, il tombe. Et là, c'est pour qui? C'est pour le citoyen qui voulait intervenir. Mais je crois que tu as tout dit. Tu as dit simplement, tu as essayé d'appeler la police, elle n'a pas répondu parce qu'elle était peut-être prise ailleurs. Mais il y a un policier à côté qui est venu. C'est ça. C'est s'occuper de la sécurité de nos concitoyens et notre propre sécurité aussi. Tu n'es pas obligé d'intervenir et de jouer le Zorro en disant je vais interpeller les gars. C'est pas ton métier. Mais au moins. Je suis quand même ceinture bleue de judo aussi. Pourquoi pas? Non mais voilà, sans prendre de risque pour autant. Sans prendre de risque, on peut alerter. On peut alerter les services de sécurité et autres à réagir. Et c'est ça un peu d'être acteur de notre propre sécurité. En tout cas, ça c'est une idée de débat, hein. Ça je le note parce qu'on s'en fera parce qu'effectivement on est au cœur du truc. Bon, voilà pour le tour de table de Bruno Pomar. On doit marquer une petite respiration et on poursuit le tour de table. René Chiche, Corinne Tapiro se tiennent prêts. Là aussi, ça va aller fort. Je vous le dis tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel.
Vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez, au 0826 300 300 pendant les vraies voix. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez la petite consultation aussi sur le compte X, ex-Twitter. On parlera des risques de guerre mondiale. Allez-y, dans un instant, nous vous solliciterons. La question ce soir, quel conflit est-il le plus susceptible de déclencher une guerre mondiale? 1 en Ukraine, 2 à Taïwan, 3 au Proche-Orient. Allez-y, ça sera à 18h40. Nous ferons le point avec Patrick Martin-Genier, aussi grand spécialiste de géopolitique. Mais en attendant, nous poursuivons notre fameux tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Si vous êtes avec nous depuis un petit bout de temps, vous avez entendu tout à l'heure que je proposais de décliner le top clic de Louis de Kergorlay sur les problèmes des réseaux sociaux, des influenceurs, et puis de la sécurité. On a fait la sécurité avec Bruno Pomar, on va faire la question des influenceurs avec Corinne Tapiero. Coup de gueule, Corinne, ce soir pour Zineb El Razaoui, devenue influenceuse du Hamas. Oui, alors évidemment, c'est une boutade. Oui. Zineb El Razaoui a été très connue au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Elle a été présentée d'ailleurs à tort par tous les médias comme une rescapée. Je trouve qu'elle est à Casablanca quand l'attentat s'est produit. Et elle a prospéré sur cette histoire. Elle a également été vice-présidente de Ni pute ni soumise. Elle a signé la préface du livre sur la laïcité qui a été à l'initiative de Zora Bitan, qui s'appelait Nous la République. Nous sommes la République. Pardon. Et elle n'a jamais eu de mots assez durs pour combattre l'islamisme. Elle a toujours été sur les plateaux en disant même, elle a eu même en 2020 des propos sur Twitter qui auraient pu lui valoir une fatwa, vu ce qu'elle disait sur l'islam qui était une religion de haine. Et subitement, Zineb a eu d'ailleurs également un épisode des velléités d'être ministre, puisqu'elle espérait que Macron, le président Macron, allait la nommer ministre de je ne sais quoi d'ailleurs, peut-être de la francophonie ou la faire remplacer par Jack Lang. Et d'un coup, elle s'est mise à le soutenir alors qu'elle le vilipendait parce qu'il n'était pas assez dur contre le terrorisme. Et elle s'est mise à le soutenir. Bon, malheureusement pour elle, elle n'a pas été ministre. Donc elle est partie vivre sous d'autres cieux, quelque part au Moyen-Orient, avec son mari et sa fille, vraisemblablement. Et là vous dites qu'elle est devenue une influenceuse du Hamas. C'est assez fort. On n'en a plus entendu parler. Et depuis le 7 octobre, donc elle n'a pas eu un mot pour de soutien au peuple israélien face au pogrom qu'ils ont subi. Du 7 octobre dernier, les attentats du Hamas. Et depuis, elle ne cesse d'attaquer les Juifs et Israël sur son compte Twitter. Il n'y a que ça. Et d'ailleurs, même pour les vœux, une résolution, boycott Israël, pas de sang palestinien sur les mains, et c'est incessant, et c'est dans des termes incroyables. Et au tout démarrage, pourquoi ça m'a interpellée, c'est qu'elle a fait une vidéo où elle s'est filmée comme une influenceuse pour expliquer sa position, et c'était absolument risible en termes de communication. Elle avait choisi le vert de l'islam, donc elle avait un chemisier vert qui lui allait pas du tout au teint, et derrière il y avait une mosquée. Et je trouvais ça assez étonnant pour une femme qui a été tellement contre l'islam, tellement contre ce terrorisme. Franchement, j'ai pas compris. Je pense qu'elle se perd. Je pense qu'elle bon, de toute façon, au final, Zineb El Razaoui. C'est une opportuniste. Alors voilà, c'est une opportuniste. Bon. Elle n'est rien, mais je trouve extrêmement dommage de prendre fait et cause d'un groupe terroriste qui terrorise, qui a non seulement terrorisé la population israélienne, mais également d'une certaine manière les Gazaouis, puisqu'elle les incite. Déjà, on sait que le Hamas est un groupe terroriste. Oui, donc mais ça, déjà, voilà. Donc ça suffit à soi-même. Pour moi, ça me suffit, mais elle, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas juste, encore. Donc bon, il y aura évidemment, et si elle nous entend, elle peut répondre au 0826 300 si elle est devenue l'influenceuse du Hamas. Voilà, c'est ce que vous dites. Donc j'ai repris votre petite provoque. Simplement influenceuse, mais sur les réseaux sociaux, parce que moi j'y vais pas. C'est sur Twitter qu'elle s'exprime essentiellement. Voilà. Oui. Donc on peut aussi poser la question Twitter, donc X en l'occurrence, X ex-Twitter, de laisser éventuellement des propos qui iraient en soutien du terrorisme. On peut déjà aussi poser la question. Oui, quelque part, oui, mais de toute façon, il y a de moins en moins de modération sur Twitter. Il n'y a pas de modération. On peut signaler n'importe quoi. Non, excusez-moi, Corinne. Non, mais on peut signaler n'importe quoi, il retire pas. J'abonde dans votre sens, dans ce que vous avez dit. Mais le problème en plus de Twitter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur, j'oublie son nom d'ailleurs, Zineb El Razaoui. Que je connais très bien, bien sûr, mais j'avais oublié son nom.
précisément. Mais c'est le problème de Twitter aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche à Musk, de ne plus du tout modérer ce réseau qui déjà, à l'époque, avant qu'il ne l'acquiert, était déjà une sorte de défouloir, de haine et de délire déjà à l'époque. Mais alors c'est encore pire comme Thomas Porte qui ne parle que de ça aussi. Exactement. Bruno Pomar. Ou David Guiraud qui a repris aussi des tweets. Messieurs, dames. Pardon. Bruno Pomar, juste une réaction. Je voulais entendre Bruno, ancien du RAID, évidemment. On est bien d'accord que s'il y a des propos qui vont à l'encontre du terrorisme, enfin qui soutiennent le terrorisme, il peut y avoir des poursuites également. Ah ben complètement, c'est un délit. Oui, évidemment, c'est sanctionnable et encore une fois, je pense que là-dessus, le gouvernement français, enfin, ou le ministère de la Justice et les tribunaux sont à cheval sur ce sujet-là. C'est-à-dire sanctionner systématiquement les propos qui sont... Donc, à suivre ce soir sur Sud Radio, Corinne Tapiro, notre vraie voix, alerte sur cette démarche de Zineb El Razaoui. Voilà. À suivre donc des pistes, à la fois chez le réseau social qui doit faire preuve de modération et bien sûr d'éventuelles sanctions de justice. Très important. Merci donc pour votre tour de table, Corinne Tapiro. C'est à vous, René Chiche, maintenant. Alors vous allez revenir sur les emballements médiatiques, mais là je me sens visé du coup, par rapport à la politique avec le dernier exemple, Bardella. Parce que avant-hier on s'est amusé à dire, le voyez-vous un jour président de la République. Non mais justement, vous je pense que vous savez ne pas vous emballer, je pense, au niveau de... Nous avons passé quelques soirées ensemble, il est arrivé de m'emballer avec vous. Allez-y, continue. C'est vrai que j'ai voulu partir de cet exemple de Jordan Bardella. Depuis quelques jours, depuis son entrée au top 50 du JDD, la première personnalité politique française. Et déjà, depuis quelques mois, on parle de lui comme d'un futur président de la République, qui pourrait même devenir peut-être président en 2027, voire en 2032. Vous voyez, ça fait partie de ces emballements médiatiques de quelqu'un d'abord qui est pourquoi est-il aussi présent dans ce top 50? D'abord, c'est quelqu'un qui est omniprésent dans les médias. Je ne sais pas, il a fait toutes les émissions, Bardella, même le service public, que le RN critique souvent. Il est invité partout. Alors, souvent, c'est la cause à effet, c'est-à-dire qu'on l'invite parce qu'il fait de l'audience. Et s'il fait de l'audience, c'est du coup, il a une crédibilité. Non, mais justement, ça fait partie de ces emballements de quelqu'un qui fait de l'audience. Mais alors, est-ce qu'une grande personnalité politique ou un futur dirigeant d'État doit être jugé uniquement parce qu'il fait de l'audience? Alors oui. Je parle que de Bardella parce qu'il y a tellement d'autres exemples qui prouvent le contraire. Gabriel Attal aussi, il est en train de... Gabriel Attal, je le mettrais quand même un petit peu à part. Je le mets quand même à un autre niveau que Bardella. Excusez-moi, Bardella a été nommé président du RN pour des raisons, je dirais, pas que politique, c'est pour des raisons un petit peu personnelles. Il était quand même très proche de la famille Le Pen. C'est pour ça que Marine Le Pen l'a nommé, ou l'a fait élire président du RN. Si vous entendez Louis Alliot en privé dire ce qu'il pense de Bardella, Louis Alliot qui était lui-même candidat à la présidence du RN, je peux vous dire que... ça c'est l'histoire, ils étaient opposés, forcément. Votre pire ennemi est dans votre camp, en général, en politique. Mais on n'est pas un grand dirigeant parce qu'on parle bien, parce qu'on présente bien, parce qu'on a du charisme. Non. Parce qu'en plus, il y a tellement d'exemples dans le passé, je voulais juste revenir là-dessus. Vous savez, par exemple, en 2021, juste avant les élections présidentielles, lorsqu'il y a eu le fameux meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, tout le monde le disait au second tour. Sauf moi. Excusez-moi, même ici d'ailleurs. Moi, j'étais pas du tout. Sauf vous, il y en a peut-être d'autres aussi en France. Il y a eu Zemmour. Gardez un peu d'humilité. Non, j'ai aucune humilité. Non, mais il y a tellement d'exemples. Pour une fois, j'ai pris mon carnet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'exemples de gens qu'on a mis comme ça sur des piédestals politiques. Vous savez, par exemple, même Ramayad, que je connaissais, que j'ai souvent interviewé, on l'a présenté à l'époque de Sarkozy, etc., comme certainement peut-être la première femme présidente noire. Ségolène Royal. Alors Ségolène, c'est quand même autre chose. Alors on ne la présentait pas comme une première présidente noire, Ségolène Royal. Absolument. Non, mais c'est autre chose. Ségolène Royal a vécu une carrière. Non, c'est autre chose. Elle était candidate en plus. Donc on pouvait parier sur elle éventuellement. Mais exemple, même quelqu'un comme, Valérie Pécresse, lorsqu'elle a été désignée candidate du LR. Eh bien, excusez-moi, si vous vous souvenez, on a dit qu'elle pourrait éventuellement être la première femme présidente de la République. Et combien d'exemples comme ça? Yannick Jadot, François Baroin, Manuel... Et souvenez-vous, même dans les années 80, un dernier emballement politique pour qui? Non pas pour une personnalité politique, mais pour Yves Montand. On voyait Yves Montand, président de la République, même là, vous l'avez mis en couverture, et d'autres journaux, c'est les médias avec le président. Donc merci René Chiche pour ce tour de table. D'accord. Merci pour ce tour de table qui nous amène effectivement à avoir un petit peu de pondération, un petit peu de sagesse. Et c'est un si bel hommage à Jean de La Fontaine avec sa fable Le lièvre et la tortue. Bien sûr, que j'ai lu. On revient dans un instant. Vous, les vraies voix, vous allez donner vos demandes officielles au gouvernement pour 2024. C'est la rubrique de
cette première semaine de l'année. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Dans un instant sur Sud Radio, vous les auditeurs, vous aurez à intervenir dans le coup de projecteur avec cette question que nous vous posons. Hashtag Gaza, hashtag Donbass, hashtag mer de Chine. Quel conflit est le plus susceptible de déclencher une guerre mondiale? 1 en Ukraine, 2 à Taïwan, 3 au Proche-Orient. Vous allez sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio, et puis vous appelez d'ores et déjà au 0826 300 300 pour donner votre avis. Nous aurons comme invité d'honneur Patrick Martin-Genier, grand spécialiste de géopolitique. Nous avons aussi nos 3 vraies voix, je vous le rappelle, Bruno Pomar, Corinne Tapiero et René Chiche, et chacun d'eux donc se prête, comme chaque soir de cette première semaine de l'année 2024, à cette tâche. Que demandez-vous au gouvernement pour 2024? Les vraies voix Sud Radio. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Nous allons rechercher des compromis, des accords. Nous serons à l'écoute des propositions qui seront faites. Nous commençons par Bruno Pomar. La demande de Bruno Pomar, vous souhaitez renforcer les acteurs de proximité. Nous vous écoutons. Oui, vous savez, on parle d'un État qui est centralisateur. Hein, on gère tout de Paris. Hein. Nous, maires de province et de nos contrées là-bas, on est parfois oubliés. Et c'est vrai que je pense que la solution, c'est d'arriver à mettre en place évidemment des dispositifs ou des choses qui existent déjà, mais qu'il faudrait développer. C'est des acteurs de proximité. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de la jeunesse parce que je trouve que la jeunesse c'est d'abord l'avenir de notre pays et c'est essentiel de s'en occuper. Et moi je fais ça depuis 30 ans comme je peux. Des fois j'ai l'impression de vider l'océan à la cuillère, mais je continue avec tous mes policiers qui travaillent sur tous ces sujets de citoyenneté, d'insertion de jeunes. Je rappelle que vous êtes fondateur de Prox Raid Aventure. Oui. Et là-dessus, je trouve que le gouvernement doit faire beaucoup plus d'efforts sur ce sujet-là. On parle de l'éducation nationale, mais on parle aussi des associations qui sont dans les quartiers qui sont nécessaire à toutes les dérives qu'on voit actuellement, c'est-à-dire que les quartiers qui ont été abandonnés depuis longtemps, c'est pas ce gouvernement ni les autres, ça dure depuis 40 ans tout ça. Je crois que mettre en avant les acteurs de proximité, j'en connais moi des quantités pour tout ce qui est éducation, pour tout ce qui est dispositif de citoyenneté. On parle du service national universel, je trouve intéressant de faire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué parce qu'ils n'ont rien à proposer évidemment, donc on critique. Mais je trouve qu'il y a tout un tas de dispositifs qui sont importants pour notre jeunesse, et je crois qu'à travers ces dispositifs, que sont les associations de proximité, que sont le service national universel, que sont les établissements publics d'insertion dans l'emploi, que sont les écoles de la deuxième chance, toutes ces choses-là doivent être multipliées, renforcées. Je l'ai dit à la ministre Agresti-Roubache, que je vais voir d'ailleurs le week-end prochain à Marseille, combien il est important qu'on puisse travailler sur notre jeunesse, aider notre jeunesse à progresser dans la société, parce que on se rend compte quand même que les dérives sont évidentes dans notre jeunesse. Et je pense qu'il est important, encore une fois, que le gouvernement prenne conscience de renforcer tous ces dispositifs qui sont nécessaires. C'est une demande forte, qui était d'ailleurs aussi celle d'une des vraies voix, alors pas exactement sous ce format, mais d'Abel Boilly aussi. Voilà. Et c'est vrai que ça vous est cher, visiblement, ce souhait pour 2024. Chère vraie voix. Nous passons à Corinne Tapiero. Alors, merci pour le lancement que vous m'avez demandé de faire. Donc, je me lance, c'est moi qui le dis. Vous demandez d'arrêter d'emmerder les Français. Je cite une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois je dis bien, c'est Corinne Tapiero qui m'a demandé de dire ça. Allez-y, Corinne. Alors, c'est une phrase qui est quand même attribuée à Georges Pompidou. Je veux quand même le rappeler. Très bien. Donc, moi, j'aimerais beaucoup que le gouvernement sursoie à la disposition qui consiste à nous obliger à trier les biodéchets. Ah oui. À partir du 1er janvier 2024, bon évidemment rien n'est prêt, mais ça c'est traditionnel, donc ce sera pour 2025. Les poubelles marron, on en a parlé, ça a été l'objet d'un de nos débats. C'est quand même important le compost. Très bien, alors on a la poubelle marron, d'accord, mais quand on habite des appartements où la cuisine fait 3 mètres carrés, où il faut déjà loger 2-3 placards et éventuellement un évier, une plaque de cuisson et un four, rajouter une poubelle standard, un autre sac pour les papiers et autres emballages, si en plus il faut avoir un bac à compost à l'intérieur, je pense que c'est totalement ingérable, d'autant qu'il y a des odeurs, forcément, puisque ça émet des gaz au moment de la putréfaction qui est nécessaire. Je trouve que ça n'est ni pensé, ni réfléchi. Alors j'écoutais le matin du 1er janvier
un spécialiste de ces questions, qui nous expliquait que c'était formidable parce qu'on allait faire un jus avec lequel on allait pouvoir arroser nos plantes. Alors, écoutez-moi bien, avant que ça arrose nos plantes, la maison, c'est une infection. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a un moment, il faut être un petit peu logique. Moi, je veux bien qu'on préserve la planète de 1001 façons, mais les directives imposées par Bruxelles, parce que c'est une directive de 2020, qui devait être en application le 1er janvier 2024, ne sera pas partout en application. Paris n'est pas prêt, d'ailleurs. Et moi, à titre personnel, ma cuisine, elle peut pas recevoir un bac de plus. Voilà, une centaine de villes seulement ont mis ça en place. Ça a été l'objet d'un de nos débats. Effectivement, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire des choses. En revanche, nous avons vu que dans certains cas, la faisabilité il y a une amende n'était si pas on le fait possible. pas, hein. Voilà, bon. 135 € quand même. Voilà pour la demande. Et puis nous terminons ce tour de demande au gouvernement pour 2024 avec René Chiche. Alors vous dites réduire et réformer l'audiovisuel public. Allez, on y va, c'est pour les collègues. Alors, tout à fait. Le budget 2024 de l'audiovisuel public va dépasser pour la première fois les 4 milliards. 4,025 milliards d'euros. L'audiovisuel public, c'est à peu près 16 000 collaborateurs. Bon, ça, pourquoi pas. C'est quoi l'audiovisuel public? C'est France 2, France 3, France 4, France 5, Culture Box, France Info, je parle des chaînes de télé. France Inter. Alors attendez, là je parle des chaînes de télé, bien sûr. Après il y a les radios, bon, on va pas citer tout le monde. Et les radios, France Inter, France Culture, France. Mais vous imaginez? Si, vous allez citer tout le monde. Voilà, exactement. Alors, on cite pas tout le monde, allez-y, continuez. FIP, Le Move, etc. Oui. Mais un nombre incroyable de médias publics. Moi, je pense qu'il faudrait réduire, mais carrément, il y a à peu près 15 ou 20, vous voyez, de médias publics. Hein, il y a l'INA aussi, il y a tout ça, la LCP, c'est incroyable. Je suis sûr que vous alliez les citer. Vous en avez oublié certains. Non, mais en plus, j'en ai oublié certains. RFI, France 24. Arrêtez, continuez. Non, tout ça pour vous dire que si on réduisait, ne serait-ce que de moitié, vous voyez, de passer de 4 milliards à 2 milliards, dans un premier temps, cet audiovisuel public, je ne pense pas que les Français en seraient mécontents. Au contraire. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on sait que les Français regardent moins la télévision, hein, avec tout ce qui est plateforme, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ils regardent moins. Le but, c'est peut-être qu'ils regardent pour s'informer, pour s'instruire, et c'est aussi la vocation du service public. Non, mais d'accord, mais on peut très bien avoir, avec beaucoup moins de chaînes et de radios publiques, on peut très bien être informé. Je vous dis ça, moi je travaille dans les médias depuis très longtemps, j'ai jamais bossé dans le service public. Bien, alors que moi, j'ai travaillé. Oui. Je sais. Donc je balaye devant ma porte. Merci pour cette demande. Ça a été rapide, mais comme chacun, hein, c'est-à-dire comme bravo. Un peu plus court, moi, non? J'ai l'impression. Dans un instant, le coup de projecteur. Patrick Martin-Genier nous attend. Il va nous éclairer parce que c'est vrai, beaucoup d'interrogations sur la situation géopolitique internationale. Nous vous sollicitons sur le compte X de Sud Radio, #Gaza, #Donbass, #Mer de Chine. Quel conflit est-il le plus susceptible de déclencher une guerre mondiale? Nous en parlons avec nos vraies voix et Patrick Martin-Genier dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Nous vous sollicitons, compte sur les réseaux sociaux, téléphone 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Dans un instant, le coup de projecteur. Nos 3 vraies voix ce soir. Bruno Pomar, maire de Bellefou dans l'Aude, ex-policier du RAID et fondateur de Prox RAID Aventure. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement à Paris et présidente de l'Observatoire des parents et des écoles. Et puis René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, Lafon Presse. Coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Selon le président Volodymyr Zelensky, la Russie a envoyé depuis le 29 décembre près de 300 missiles et plus de 200 drones explosifs contre l'Ukraine. L'Ukraine commence à manquer de munitions. Hier, le chef du Hezbollah a mis en garde Israël sur une possible guerre avec le Liban, où le numéro 2 du Hamas a été abattu. Les élections à Taïwan arrivent à grands pas. Chinois et Américains se toisent à distance. 3 tensions géopolitiques, 3 conflits inflammables. Nous ouvrons le débat. Le coup de projecteur de ce soir, #Gaza, #Donbass, #Mer de Chine. Quel conflit est-il le plus susceptible de déclencher une guerre mondiale? 1 en Ukraine, 2 à Taïwan, 3 au Proche-Orient. Avec nous, Patrick Martin-Genier, auteur du livre Vers une nouvelle gouvernance mondiale, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions internationales. J'en profite, cher Patrick, pour vous souhaiter une excellente année déjà. Très bonne année à vous, Frédéric, et à vos intervenants. Bon, je suis très content de vous avoir parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Nos vraies voix vont vous poser des questions, vont vous intervenir, mais vous, comme ça, à brûle-pourpoint, je sais que c'est un petit peu anecdotique, mais de ces 3 lieux, de ces 3 conflits aujourd'hui, lequel est le plus, on va dire, inquiétant?
Écoutez, je dirais que je mettrais en premier lieu la situation en Ukraine. La deuxième, ce serait le Proche-Orient. Et la troisième, Taïwan. Voilà. Parce que on sait bien que Taïwan, c'est très ambigu, que si les États-Unis estiment qu'il n'y a qu'une seule Chine, il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que on ne sait pas exactement si les États-Unis iraient, alors que l'on sait très bien que le président chinois a dit que de toute façon, de façon pacifique ou par la guerre, il voudrait reprendre Taïwan. Mais là, je crains, vous savez, le président Emmanuel Macron a dit un jour que le conflit à Taïwan n'était pas notre conflit. Je ne pense pas qu'il y aurait unanimité pour partir se battre pour Taïwan. Bon, voilà. Quant aux autres conflits, c'est vrai que ce qui se passe est très grave. En Ukraine, on voit que c'est un conflit qui va durer longtemps, mais il n'y a pas la volonté d'aller vers une troisième guerre mondiale. Mais là où effectivement il y a un grand risque, c'est si Vladimir Poutine décidait d'utiliser une arme finalement nucléaire. Tactique sur le terrain, ce serait absolument inacceptable et donc cela pourrait entraîner une guerre mondiale. Et enfin, c'est vrai que le Proche-Orient, tout est possible au Proche-Orient avec ce qui se passe aujourd'hui. On l'a bien vu avec ce qui se passe en Iran, avec cet attentat qu'ils avaient souhaité imputer à Israël qui en réalité a été revendiqué par l'État islamique. Il y a aujourd'hui une déstabilisation régionale et un missile qui pourrait partir dans un endroit non contrôlé, eh bien, pourrait effectivement entraîner dans un premier temps une déflagration régionale, voire mondiale. Bon, très intéressant, Patrick Martin-Genier, parce que finalement, les auditeurs de Sud Radio, dans la consultation que nous leur proposons, vont un peu dans votre sens, c'est-à-dire à 56%, ils pensent que c'est au Proche-Orient que c'est peut-être le plus risqué. En revanche, ils disent 31% Taïwan et 14% en Ukraine. Alors j'en profite pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube pour vous montrer ce numéro Diplomatie internationale, la troisième guerre mondiale est-elle possible? Je le montre parce que bien vous êtes derrière, cher René Chiche, vous qui, je le rappelle, êtes directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Donc je voulais montrer effectivement, on se pose la question. Avant de poser des questions à Patrick Martin-Genier, peut-être à vous, René Chiche. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus finalement, si tant est qu'on ne puisse pas être inquiété par les deux autres, si on a fait un choix? Alors, je suis assez d'accord avec monsieur Martin-Genier. Effectivement, c'est plutôt, moi aussi, le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui paraît le plus inquiétant. Par contre, pour répondre à la question un peu, est-ce qu'on peut craindre une troisième guerre mondiale, qui est un petit peu quand même le concept de cette rubrique, moi, je n'y crois pas. Mais je pense qu'on a certes affaire à une multiplication de conflits qui sont bien sûr inquiétantes, qui créent une situation un peu anxiogène. Mais une guerre mondiale, d'abord, si je peux me permettre, le terme n'est pas exact. C'est-à-dire que la guerre mondiale, c'est que ça met aux prises les grands équilibres. Et typiquement, Taïwan, la tension, elle est entre les États-Unis et la Chine. Oui, mais alors, franchement, pour qu'il y ait un conflit entre la Chine et les USA sur Taïwan, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. D'abord, si la Chine veut s'emparer de Taïwan, il faudrait déjà qu'elle débarque sur Taïwan. C'est quand même une opération militaire extrêmement compliquée et qui déclencherait tout de suite l'intervention américaine. Mais moi, je ne pense pas à une guerre mondiale parce que je n'y crois pas à une guerre mondiale. Encore une fois, je vous le dis, c'est une multiplication de conflits. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu quand même des moments comme ça très tendus. Parce que c'est bien de revenir un peu parfois sur l'histoire. Bien sûr. Par exemple, il y a eu la tension lors des missiles Pershing dans les années 80. On croyait qu'il allait y avoir une guerre mondiale. Il y a eu toute la période de la guerre froide n'a fait que de ça. Cuba. Vous savez que même après, d'ailleurs, les attentats du 11 septembre 2001, on a cru qu'il y avait une guerre mondiale. Quand il y a eu le conflit, la guerre Iran-Irak, on a cru. Donc on a souvent comme ça des moments où l'on craint quelque chose, mais où ça ne se passe pas vraiment, parce que pour qu'il y ait vraiment une guerre mondiale, aller dire par exemple à un Brésilien ou un Africain du Sud ce que c'est que la guerre mondiale, ils ne connaissent pas la guerre mondiale. C'est des conflits. Après, c'est au niveau des équilibres. Mais merci pour cette première analyse, René. Je reviens vers vous et j'en profite pour poser directement la question à Patrick Martin-Genier. Parce que, pour tout vous dire, pour être honnête, avec vous, les auditeurs de Sud Radio, c'est le tour de table de William Tay, qui était donc une de nos vraies voix cette semaine, qui m'a mis
mis la puce à l'oreille. Et il dit, Patrick Martin-Jeunier, William Tay, il dit, attention, il va y avoir une vacance du pouvoir lors des élections présidentielles aux États-Unis. Sera-ce éventuellement Trump, sera-ce Biden ou quelqu'un d'autre, et que sur cette période, si le conflit est très fort parce qu'il y a des élections à Taïwan, ça peut être un moment de, on va dire, d'hésitation. Est-ce que vous allez dans ce sens-là ou pas, Patrick Martin-Jeunier ? Oui, William Tay n'a pas tort, en effet, il y a une élection présidentielle, mais a-t-on besoin d'attendre cette élection présidentielle pour voir qu'aujourd'hui, le pouvoir américain est paralysé, puisque le Congrès des États-Unis, qui est en vacances parlementaires, depuis 15 jours, n'est pas d'accord pour voter 60 milliards d'aides à l'Ukraine, une centaine de milliards d'aides, notamment pour Israël, globalement. Et donc, effectivement, il risque d'y avoir une vacance du pouvoir dont peuvent bénéficier tous les dictateurs. Parce que je vous rappellerai qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie ou d'autres États, effectivement, ce sont des dictateurs qui gouvernent, qui sont là depuis 20 ans, 15-20 ans. Donc le risque aux États-Unis, c'est qu'effectivement, il y a une campagne électorale et que Vladimir Poutine, par exemple, peut en profiter. Il en profite déjà, d'autant qu'il y a des divisions entre les pays européens sur la stratégie. Il y a des divisions sur Taïwan, il y en a sur l'Ukraine, on sait très bien. Regardez Monsieur Orban, regardez la Slovaquie qui ne veut plus livrer de missiles. Et il y a bien évidemment des divergences sur le Proche-Orient, sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'Israël. Donc évidemment que tout ça bénéficie aux personnes qui veulent déstabiliser les démocraties. Et donc il pourrait y avoir une vacance de pouvoir, sachant que tout de même un président à l'issue des élections reste en fonction jusqu'au mois de janvier, et donc il bénéficie de la plénitude de ses l'action. fonctions. Ouais. Bon, si j'osais, je dirais que on a abordé la question de Taïwan. Vous nous avez expliqué. Avec vous, Corinne Tapiro, j'aimerais qu'on aborde la question du Proche-Orient, où là, effectivement, on peut parler de conflits localisés, mais qui s'exportent. C'est peut-être là le risque. Alors, le conflit s'exporte surtout dans les pays où il y a une forte pression et présence du Hamas et des ramifications, notamment sur la défense du peuple palestinien, qui indubitablement souffre des conséquences des représailles israéliennes. Mais je rappelle que s'il n'y avait pas eu de 7 octobre, il n'y aurait pas tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Oui, donc, ça, on est d'accord. Non, mais je pense que c'est pas mal de le rappeler. De la même manière, si le Hezbollah ne s'était pas amusé à envoyer des missiles sur Israël il y a plusieurs jours, il n'y aurait pas eu de riposte non plus. Donc il y a un moment où dans cette région, qui est une région extrêmement inflammatoire, je pourrais dire, ou inflammable, et même les deux d'ailleurs, dans cette région, il y a une tentation d'autres groupes, qu'on l'a vu avec les Houthis, de prendre aussi part à un conflit qui, d'une certaine manière, leur est un peu étranger, mais qui est une opportunité pour s'imposer sur d'autres champs politiques. Donc ça, c'est une vraie difficulté. En revanche, moi, je ne crois pas non plus à l'imminence, en tout cas, d'une troisième guerre mondiale ou d'un nouveau conflit international. D'abord parce qu'il y a trop de divergences entre toutes les parties, et ce sera extrêmement difficile, même à l'intérieur même de l'Europe, de se mettre d'accord sur un seul sujet. On n'a déjà pas d'armée dite européenne, on n'a pas une Europe politique, on n'a pas encore moins une Europe militaire. Donc ça va être extrêmement compliqué. Réaction avant de retourner vers Patrick Martin-Jeunier, et puis aussi de vous solliciter, Bruno Pomar. Vous me voyez venir un peu plus sur l'Ukraine, parce que chacun aura eu le sien finalement. Mais au 0826 300 300, c'est Stéphane, notre auditeur donc de Pézenas. Stéphane, on a posé cette question. Alors évidemment, c'est anecdotique de dire est-ce qu'il y en a un plus que l'autre, mais vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, risque de guerre mondiale, et peut-être de quel de ces trois endroits est le plus inflammable? Alors moi, je pense pas à une guerre mondiale, mais je pense à un conflit majeur qui serait susceptible de nous entraîner dans une guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale, elle n'était pas mondiale avant décembre 41 et l'entrée des États-Unis. Pourtant, la guerre mondiale, mais c'était un conflit majeur. Non, moi je pense que le gros danger, pour moi l'énorme danger, c'est vraiment la Chine. Parce qu'il y a une augmentation terrible de son effort militaire, parce que c'est un pays impérialiste, c'est une dictature. Et moi, je pense qu'à un moment donné, elle va s'affronter aux États-Unis parce que elle veut devenir la puissance mondiale absolue. Et ce qui est très dangereux, c'est qu'elle est alliée avec la Russie. La Russie lui fournit le carburant. Et je pense que Chine plus Russie, il faut vraiment s'inquiéter. Après, sur le Proche-Orient, je pense que ça restera un conflit régional, parce que là, on est sur des dispositifs d'armement qui sont pas très développés du côté du Hezbollah ou de ses alliés. Donc
Je crois pas, non. Mais je suis vraiment très inquiet sur Taïwan. Est-ce que j'apprécie beaucoup la remarque de votre invité sur la vacance du pouvoir aux États-Unis. Ça va être un moment extrêmement dangereux, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est parti de cette réflexion d'une de nos trois vraies voix, William Tay, cette semaine, ce qui m'a amené à vous proposer ce débat et ce que corroborait donc Patrick Martin-Genier. Patrick Martin-Genier, sur ce que vient de dire Stéphane, c'est vrai aussi quand on se réfère à l'histoire. René Chiche l'a également dit. C'est pas tant la possibilité très rapidement que tout le monde s'y mette, mais que quelque chose traîne et que à force que ça traîne, ça implique tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu le profil de ce qui se passe en Ukraine ? Oui, bien sûr, mais en Ukraine, il faut faire la différence entre la guerre mondiale et un conflit mondialisé. Une guerre mondiale, précisément, c'est lorsque tous les pays vont se battre. Si nous avions une guerre mondiale, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, ça voudrait dire que nous aurions des Américains, des Français, une coalition internationale, tout le monde irait sur les territoires irakiens. Ce que tout le monde ne veut pas, précisément. De la même façon, il y aurait une guerre mondiale à Taïwan si tous les pays de l'OTAN, et le Japon et les États-Unis allaient défendre le territoire taïwanais envahi. Ce n'est pas le cas. On est dans des conflits mondialisés, c'est-à-dire que les grandes puissances, les pays sont amenés à soutenir les pays qui sont agressés. C'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Et je rejoins effectivement ce que dit votre auditeur sur la Chine. Pour moi, qui suis allé plusieurs fois au Japon, il y a un vrai danger là-bas. Il y a un conflit. Il y a des îles qui sont revendiquées, notamment dans la mer de Chine méridionale. Il ne se passe pas une journée sans que les Chinois violent l'espace économique de Taïwan, les espaces territoriaux des îles dans la mer de Chine méridionale, et les Japonais sont extrêmement inquiets. N'oublions pas un autre pays qui est la Corée du Nord, qui est un pays qui fait survoler ses missiles pratiquement à proximité des côtes du Japon. Non maîtrisable. Non maîtrisable, mais une guerre mondiale peut arriver là d'où on ne la voit pas, c'est-à-dire éventuellement de la Corée du Nord. Bruno Pomar, c'est donc sur l'Ukraine, je voulais vous entendre. Il y a un conflit aujourd'hui et c'est comme si on avait tendance à l'oublier, je l'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine manque de tout. Alexander Dolgopolov, l'ancien tennisman professionnel, dit qu'il croit toujours en la victoire de l'Ukraine. Lui, il a arrêté sa carrière de tennisman et il est devenu militaire. Mais il dit, nous n'avons pas assez pour les repousser. L'Ukraine, le conflit ukrainien, comme ce qui se passe au Moyen-Orient, comme ce qui se passe à Taïwan, c'est un peu, en même temps pour moi, l'échec de nos pays en termes de diplomatie. Et moi, je voulais poser la question en même temps à Patrick Martin-Genier, qui connaît parfaitement ce sujet. C'est qu'on voit quand même, pour prendre que la France, l'échec de la diplomatie française en Afrique et l'échec même de nos armées avec Barkhane sur l'intervention de nos militaires. On est en échec un peu partout. Et je pense que les diplomaties des pays européens sont totalement en échec pour répondre à toutes ces problématiques. Et en Ukraine en particulier, parce que là, on est en train, toute la journée, de nous parler d'aller rencontrer les chefs d'État, de discuter, d'échanger, etc. Mais enfin, la situation est toujours la même. Est-ce qu'on risque pas justement ce dérapage et ce déclenchement d'une guerre mondiale? Alors, juste un petit mot, Patrick Martin-Genier. À la fois, dans votre analyse, cher Bruno Pomar, vous donnez déjà un élément de réponse. C'est la raison pour laquelle, et comme nous sommes tenus par le temps, je demanderai à Patrick Martin-Genier peut-être de conclure assez rapidement sur cette tonalité donnée par Bruno Pomar. Oui, je crois qu'il faut distinguer la diplomatie française en Afrique, la France-Afrique, où manifestement nous sommes en échec. Hier, l'ambassade française à Niamey a fermé. Nous sommes assez inaudibles en Afrique. On ne comprend pas tellement la politique de la France en Afrique. Il n'y a même pas pour autant, selon moi, un échec en Ukraine, parce que l'Europe, la France ont été présents. Le président de la République, après des débuts, on va dire, un peu laborieux, a réitéré à plusieurs reprises ce soutien à l'Ukraine. Ce qu'il faut, c'est que tant la France que l'Europe et l'OTAN soient véritablement présents pour apporter tout ce dont a besoin l'Ukraine, notamment les F-16 qui tardent, et également les missiles à longue portée, car l'Ukraine est manifestement dans une situation très difficile. Merci Patrick Martin-Genier. Les auditeurs de Sud Radio sur le compte X ont dit le plus gros risque, c'est au Proche-Orient à 56%, Taïwan 30%, Ukraine 13%. Merci pour votre expertise, Patrick Martin-Genier. Les vraies voix, mais quel bonheur de vous avoir encore une fois, Bruno Pomar, René Chiche et Corinne Tapiero. Merci. On était les meilleurs ou pas là? Merci à vous. Vous l'avez toujours pas dit depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on est les meilleurs vraies voix ou pas? Je sais pas, ça je me pose la question. Si vous voulez, on va laisser passer le journal puis on se pose.